Alors, Georges Vigarello, donc nous avons souhaité qu'il vienne faire un exercice extrêmement difficile, pointer des éléments qu'il aurait relevés cet après-midi, qui lui paraissent particulièrement importants, significatifs. Enfin bon, il le fera comme il l'entend bien entendu. Je veux le présenter pour dire qu'il connaît bien le monde du sport et de l'éducation physique et qu'il a beaucoup travaillé et publié donc sur les pratiques impliquant le corps. Et donc, je veux citer donc les ouvrages qu'il a publié et co-dirigé. Alors, le premier, parmi les plus importants, c'est, je parle des derniers publiés, c'est une histoire du corps avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, qui a été publié en 2006. Georges Vigarello a aussi publié une histoire de la beauté, du corps et de l'art d'embellir, de la Renaissance à nos jours, une histoire du viol, et puis d'autres ouvrages plus sur le sain, le malsain, le propre et le sale, le corps redressé. C'est dire s'il était vraiment... voilà, si nous sommes très heureux de l'accueillir pour conclure cet après-midi. J'oubliais de dire qu'il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je suis extrêmement sensible d'être parmi vous. Je sais également que mon appartenance masculine ne favorise pas nécessairement à la compréhension aiguë d'un certain nombre de questions qui sont posées, je le dis d'emblée. Je le dis d'emblée et je pense que ça fait partie des difficultés. Difficultés qui ne se limitent pas à celles-là, qui sont celles d'essayer de reprendre un petit peu des choses qui ont été dites, d'arriver à centrer sur des points importants. Alors j'essaierai de faire cela en retenant trois grands ordres de questions, des questions de type historique, des questions qui portent sur les problèmes posés par les pratiques d'aujourd'hui, et puis évidemment les questions qui portent sur comment est-ce qu'il y avait beaucoup d'interventions sur ce point. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer de surmonter le problème posé par l'inégalité persistante, même si cette inégalité a changé. C'est plus la même que celle qui existait au début du siècle, par exemple, au début des pratiques sportives telles qu'a pu les suggérer Pierre de Coubertin. Alors, je disais trois grands ordres de questions. Un premier ordre de questions qui est historique, et là j'envisagerai deux points un peu rapidement. Je pense que c'est vraiment très intéressant de se poser les problèmes de l'inégalité de genre et de l'inégalité de sexe aussi, à partir du corps. C'est vraiment une façon, je trouve, marquante de poser la question à partir du corps, tout simplement parce que le corps incarne de façon extrêmement forte et parfois d'une manière qui n'est pas toujours dite, qui n'est pas explicitée. C'est une façon de faire et ce n'est pas nécessairement une façon de dire. Et dans la façon de faire se porte un certain nombre de repères, un certain nombre de stéréotypes qui sont particulièrement forts. Dans la tradition, il y a au moins trois données qui font qu'on considère, je dis on d'une manière générale, c'est-à-dire sur l'opinion large si vous voulez, que le corps féminin n'est pas le corps masculin et n'est pas au sens le plus aigu, c'est-à-dire au sens de l'être, au sens profond ontologique, n'est pas le corps masculin. Il y a trois différences fondamentales. La première, c'est qu'il n'a pas les mêmes formes. Alors par exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est le rond s'opposant à l'aigu, etc., etc. C'est le lisse s'opposant au granuleux. Deuxièmement, il n'a pas la même structure, il n'est pas fait des mêmes matières. À la limite, ça va très loin, ça va très loin. Il n'est pas fait des mêmes matières, les humeurs ne sont pas les mêmes, les solides ne sont pas les mêmes, les tempéraments au sens physique du terme. La femme est flegmatique, l'homme est sanguin, etc. Je n'accentue pas. Et puis troisièmement, c'était très important, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Troisièmement, il y a une autre différence. C'est qu'il n'a pas les mêmes dynamiques, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas du même espace. Et on voit très bien que quand les descriptions évoquent par exemple la marche féminine, non seulement n'est pas la même que la marche masculine, mais elle ne doit pas être la même. Le pas doit être retenu, le pas doit être calculé, le pas doit être en quelque sorte léger, etc., etc. Donc, à partir de ce type de repères, vous avez des façons d'être profondes qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que vous avez des cultures qui distribuent des individus comme appartenant à des, je dirais, à des façons d'exister nécessairement et totalement et radicalement différentes. Alors, ça a bougé dans le temps aussi, même au niveau de l'Ancien Régime, on évoquait l'Ancien Régime tout à l'heure, même au niveau de l'Ancien Régime,
régime, ces repères-là ont bougé. Par exemple, au XVIIIe siècle, on parlera moins d'humeur, on parlera davantage de nerfs, mais la femme, évidemment, est plus nerveuse que l'homme, la femme a des fibres plus lâches, etc. Vous voyez, même lorsqu'on déplace les repères physiques, longtemps, ces repères physiques restent radicalement différents. La deuxième chose qu'il faut dire au niveau historique, c'est que dans une grande mesure, et Thierry Terret le montrait très bien, dans une grande mesure, le sport hérite. Le changement radical ne s'est pas opéré encore à la fin du 19e. Le sport hérite de ces repères-là. Donc les pratiques renvoient à des corps qui sont de toute façon construits différemment, qui ne peuvent pas avoir les mêmes effets et qui ne doivent pas être gérés, de la même manière, si vous voulez. Par exemple, évidemment, le sport, dans la mesure où il renvoie à la pratique physique de l'extérieur, du bouger, de l'espace, ne renvoie pas nécessairement à du repère féminin. Pourquoi? Parce que la femme, ça a été très bien montré, et je n'insisterai pas longtemps, parce que par rapport au repère que j'évoquais tout à l'heure, la femme, c'est quelque chose qui est de l'ordre du décor et de la fragilité. Donc l'espace et l'affrontement aux choses, c'est pas son problème. Vous voyez. Deuxièmement, il y a toute une question qui porte sur les fonctions. La fonction de procréation doit être protégée. On ne peut pas effectuer un certain nombre de pratiques, sinon cette fonction est menacée. Les grands écarts ne sont pas possibles. Les lourdeurs, les fatigues, etc. ne sont pas possibles. Donc, deuxième différence profonde. Troisième différence, la femme renvoie à des pratiques qui sont de l'ordre du privé, ce ne sont pas des pratiques du public. Donc De Coubertin le dit d'une façon qui évidemment aujourd'hui apparaîtrait comme complètement odieuse. La femme n'a pas à se mettre en spectacle. La femme n'a pas à apparaître devant des tribunes. Vous voyez, elle peut à la limite aller sur les tribunes, mais pas apparaître devant ces tribunes. Donc ça renvoie d'emblée à des pratiques qui sont totalement séparées et qui, pour certaines d'entre elles, sont évidemment interdites à la pratique féminine. Or, qu'est-ce qui s'est produit? Ça, c'était mon premier point historique, si vous voulez, un peu rapide, je le reconnais, à la limite un peu superficiel. Qu'est-ce qui s'est produit? Et qu'est-ce qui peut donner l'illusion, moi-même, parfois je suis victime de cela, qu'est-ce qu'il peut donner l'illusion à l'historien que finalement, les problèmes se posent complètement différemment et que ces questions d'immense distance sont en grande partie résolues? Qu'est-ce qui s'est produit? Effectivement, il y a eu des combats, si vous voulez, forts. Par exemple, l'athlétisme qui était complètement interdit aux Jeux Olympiques pendant quasi une trentaine d'années, émerge en 1928 à Amsterdam avec un certain nombre d'épreuves. Et donc, voilà, la pratique féminine commence à ressembler à la pratique de l'homme. Et puis, vous avez aussi des pratiques qui semblaient fondamentalement masculines et qui se mettent à devenir ce qu'on pourrait appeler des pratiques féminines. La perche, Alors tout ça, vous pouvez le scander dans le temps. Ça s'est inscrit insensiblement. Donc si l'historien lit ce type de document, il va dire, mais très bien, nous nous rapprochons. La fameuse égalité dont nous parlons aujourd'hui, c'est une donnée qui est quand même assez largement surmontée. Et qu'est-ce que nous voyons quand nous travaillons au niveau historique dans les décennies récentes? Nous voyons que le corps lui-même a évidemment complètement changé à partir des trois repères que j'évoquais tout à l'heure. Les formes féminines peuvent être des formes qui sont beaucoup plus aiguës qu'elles ne l'étaient. La structure, le muscle peut apparaître. Alors il y a des descriptions qui commencent à faire émerger le muscle dans les années 20, dans les années 30, alors que jusque-là, le muscle était absolument inenvisageable dans l'apparence du corps féminin. Qui doit être rond, qui doit être grassé, il y a des mots très précis. Et puis troisièmement, la dynamique. C'est-à-dire qu'une femme peut effectivement aujourd'hui faire du marathon. Son visage peut apparaître comme étant un visage fatigué, comme un visage éreinté. Et elle ne sort pas des critères de la beauté en ayant ce visage-là. Donc moi, je concluais assez facilement en disant, bien finalement, le critère de la beauté n'est plus nécessairement un critère appartenant à la femme. Quand je conclus de cette manière-là, évidemment, très volontairement, je vais assez vite parce que ça m'amène à dire, du coup, la beauté n'est plus le code. On dit plus le beau sexe, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Donc c'est plus le code féminin. Donc la beauté commence à pouvoir appartenir à la pratique masculine. Les hommes peuvent revendiquer tout autant une pratique d'entretien et d'esthétisation comme la femme a pu le faire pendant longtemps. Et puis quand vous commencez à vérifier dans les faits, 10% d'hommes achètent des cosmétiques et les consomment. La plupart des cosmétiques achetés sont des cosmétiques achetés par les femmes pour leurs compagnons, leur époux, leur mari, leurs copains, etc., leur amant. Bon, donc on voit bien que ce qui apparaît comme quelque chose qui est complètement surmonté entretient de la distance et de l'inégalité. Et c'est évidemment là que le problème est le plus intéressant et qu'il est, à mon avis, le plus aussi difficile à résoudre. Alors il y a énormément d'indices sur lesquels on peut discuter concernant cette sorte d'égalité rattrapée et en même temps non
véritablement surmonter. Il y a de très beaux travaux là-dessus. Moi, je pense toujours à un travail que je considère comme absolument passionnant, qui vient d'être publié récemment, en particulier aux éditions de la Découverte, qui porte pas sur le sport, mais qui porte sur des pratiques qui pourraient, dans une certaine mesure, s'y rapprocher. C'est le problème du port de l'arme dans le monde de la police. Et on voit, c'est donc Geneviève Pruvot qui fait une remarquable thèse sur l'arme féminine, donc le droit finalement de blesser, le droit éventuellement de tuer, ce qui était totalement inenvisageable dans les repères féminins antérieurs. Et on voit donc que la femme entre dans le monde public de la police. Et puis si vous surveillez de près la façon dont les choses se passent, vous voyez que ça se passe pas du tout aussi facilement, et que les distances se recréent, et que dans les examens on pose des questions qui évidemment mettent en doute l'assurance et la détermination de la personne féminine qui est censée devoir porter l'arme. Vous voyez que le contexte des amis policiers va faire en sorte que cette femme ne peut pas avoir véritablement le statut de l'autre, etc. Vous voyez donc, ce qui est vraiment très intéressant dans ces questions, c'est que, je me répète et ne m'en veuillez pas, c'est que d'un côté, les distances se surmontent, et d'un autre côté, des distances se recréent, et évidemment, dans le monde sportif, nous avons cela absolument sous les yeux. C'était très bien dit par Nicole de Chavannes tout à l'heure, à la fois sur le mode quantitatif, les pratiques féminines à la fois sont moins nombreuses au sens de la pratique qu'elles ne le sont. J'entends pratique féminine de compétition. Toutes les enquêtes nationales viennent de le montrer qu'elles ne le sont au niveau masculin. Les femmes arrêtent plus rapidement les pratiques que les hommes. Les succès des pratiques féminines sont infimes par rapport, c'était très bien dit, en particulier lorsqu'on parlait du football tout à l'heure, par rapport aux pratiques masculines. Une femme comme Jeannie Longo s'échine finalement à avoir un certain prestige qu'évidemment elle n'aura pas si on la compare aux grands coureurs qui eux-mêmes perdent leur prestige en cyclisme d'ailleurs au passage. Si on la compare aux grands coureurs d'aujourd'hui. Donc, en termes quantitatifs, la question maintient la distance et la différence. Si on rentre dans la thématique qualitative, la distance est tout aussi grande et peut-être plus grande encore, dans la mesure où on voit très bien, c'était parfaitement dit tout à l'heure, les championnes laissent émerger non pas leur qualité immédiatement sportive, mais les apartés du sport, les amours de Laure Manodou, les difficultés psychologiques de notre championne de tennis Mauresmo, etc., etc. Donc, vous voyez, qualitativement également, ça se déplace, alors que historiquement, la question nous donnait le sentiment d'avoir été surmonter. Il y a également une question que je trouve tout à fait passionnante dans cette distance recréée, et c'était très bien abordé tout à l'heure par Annick Davis. C'était très très bien abordé lorsqu'elle montrait que un enseignant d'éducation physique a dans sa tête l'égalité nécessaire. Et que fait-il ? Il s'adresse à une pratiquante en disant mais comment se fait-il que tu ne fais pas ça, tu dois faire ça, etc. En faisant passer la norme sur un mode tellement autoritaire que finalement l'acteur va jouer la norme et ne va pas du tout rentrer dans la norme. Voyez ? Donc il y a aussi une manière d'habiter, je dirais de façon volontariste, la nécessaire égalité qui aboutit à quelque chose que je considère comme étant totalement pervers. Donc une des premières responsabilités qui nous concerne, c'est finalement de bien mesurer la question de l'inégalité, de la prendre en compte et d'essayer de la surmonter, mais en connaissant son existence, évidemment. La troisième chose que je voudrais dire concernant les pratiques d'aujourd'hui, donc la première, c'est que la distance apparemment est surmontée. La deuxième, c'est que la distance se recrée. La troisième chose que je voudrais dire concernant les pratiques d'aujourd'hui, et là il y a beaucoup de travaux qui les ont très bien montrés, d'ailleurs un des premiers étant le tien d'ailleurs sur les talons aiguilles et crampons alu, les travaux de Peggy Roussel, les travaux de Christine Menson, à savoir qu'ils montrent qu'un certain nombre de pratiques, quoi qu'il en soit, un certain nombre de pratiques féminines, quoi qu'il en soit, questionnent finalement l'ordre du genre. Et on ne peut pas le nier, cela. C'est quand même si vous voulez, c'est quand même un problème extrêmement important. Ça ébranle. Quand vous voyez une femme lancer le marteau, vous vous posez un certain nombre de questions. Quand vous voyez une marathonienne, vous vous posez des questions. Et je trouve que ça, c'est positif. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, il y a une manière dans les pratiques d'aujourd'hui de questionner finalement l'ordre du genre, même si dans certains cas, et Christine Menson le montre très bien, dans certains cas, le genre n'est pas tellement
frontalement questionné parce que la pratique reste, et c'est le cas du football féminin sans doute, parce que la pratique reste relativement en quelque sorte enfermée dans un certain nombre de barrières dont il lui est difficile de sortir. Mais ce troisième point me paraissait important parce que je trouve qu'il pose, finalement, il entraîne, il percute, il nous pose un certain nombre de questions. Alors ma troisième série de questions et d'interrogations que j'avais en écoutant ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est finalement face à ça, face à ces inégalités persistantes qui ont changé, ne l'oublions jamais, parce que sinon on a le sentiment que rien n'a bougé. Moi je suis persuadé qu'on ne peut pas dire rien n'a bougé. Simplement notre exigence est devenue encore plus grande concernant l'égalité, ça ne l'oublions pas. Donc face à cela, je pense qu'il y a 3 niveaux je termine rapidement, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il y a 3 niveaux de registres, il y a 3 registres pour essayer d'orchestrer des réponses, si vous voulez. Il y a un niveau culturel, il y a un niveau que je qualifierais de politico-institutionnel ou de politique et institutionnel, et puis il y a un niveau plus directement éducatif, évidemment. Alors le niveau culturel, d'abord le niveau culturel, il travaille lui-même, il travaille en silence, il nous change profondément nous-mêmes. Moi-même, si vous voulez, quand je pratiquais du sport, ça relève de l'archéologie, j'avais une image radicalement différente, bien entendu, de celle que j'ai aujourd'hui, pratique masculine, pratique féminine. Donc la culture, malgré nous traverse, ne l'oublions jamais. Cela dit, il faut l'aider aussi, cette culture. Donc, je trouve très intéressant les sujets qui étaient proposés tout à l'heure, les thèmes de recherche qui étaient proposés tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de travailler simplement sur quels sont les stéréotypes, comment fonctionnent-ils. Il me semble qu'il y avait de très belles questions qui étaient posées tout à l'heure, à partir, en particulier, par exemple, de se demander sur en quoi les stéréotypes correspondent à certains milieux par rapport à d'autres, milieux sociaux, milieux intellectuels, culturels, certains sports par rapport à d'autres, le stéréotype est plus fort. Pourquoi le stéréotype s'accompagne de changements de représentation du corps? Quels sont ces changements? Vous voyez, c'est pas seulement le fait de la résistance un peu brutale, l'idée de considérer les pratiques comme étant distanciées mais naturelles. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça correspond à la fois à des milieux, des âges. Je crois qu'il y a des travaux à faire, à mon sens, très forts sur l'enfance, l'adolescence, l'émergence des différences, les moments, l'influence de l'entourage, les amis, la famille. Vous voyez, il y a une multiplicité, à mon avis, de travaux qui sont à engager. Dans certains, évidemment, les gens qui sont à côté de moi le savent et en plus ils les initient. Dans certains, sont déjà engagés. Il y a un deuxième niveau, un deuxième registre, un deuxième niveau de questions que je trouve fondamental, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure en disant politico-institutionnel. Alors quelques évocations rapides de cette question. Je suis très frappé, moi, j'espère qu'il n'y a personne ici, je sais que Nicole Darrigan est intervenue là, tout à l'heure sur ce sujet, mais je suis très frappé par le fonctionnement du CNOSF, c'est-à-dire le Comité national olympique du sport français. Je suis très frappé par son fonctionnement. Je trouve d'une part que, alors ça renvoie au CIO en général, je trouve d'une part que ces institutions, alors que l'ensemble des institutions avance lentement vers des procédures démocratiques plus ouvertes, je trouve que cette institution mériterait à s'ouvrir davantage à des procédures démocratiques d'élection, de remise à plat des programmes, de rediscussion, etc., même si c'est fait. Je pense que ça peut l'être davantage. Je crois qu'il pourrait aussi s'ouvrir, exactement comme on tente de le faire au niveau politique, s'ouvrir davantage à de la mixité. Alors pourquoi la mixité? Bien sûr, parenthèse, bien sûr, ce qui compte, c'est que les personnes soient compétentes à niveau égal. Et on ne peut pas dire, c'est parce que c'est une femme qu'elle est plus compétente, c'est pas parce que c'est un homme qu'elle est plus... Je sais bien que cette question est fondamentale. Mais en même temps, l'espace auquel nous sommes confrontés, c'est un espace qui appartient à tous. Si c'est un espace qui appartient à tous, si c'est un espace public, il faut que tous puissent y accéder. Et pour cela, il faut fondamentalement favoriser à la fois les pratiques démocratiques et les pratiques de mixité, bien entendu. Ça me paraît absolument fondamental. Voyez. Donc, personnellement, je souhaiterais qu'il y ait davantage de présence mixte, disons. Voilà. Fédération, même problème. Alors, il y a des fédérations, on le disait très bien tout à l'heure, il y a des fédérations où la présence féminine est plus importante, il y en a d'autres où elle l'est moins. Question, ça renvoie sans doute à des types de pratiques, à des types d'horizons imaginaires, etc. Troisième type de question au niveau politique, qui était très bien évoqué, mais sur lequel il aurait fallu sans doute s'attarder davantage, c'est la ville. Comment la ville distribue-t-elle ses espaces? À qui les accorde-t-elle?
Et comment cela fonctionne-t-il? D'où est-ce qu'il ne faudrait pas suraccentuer la présence du sport dans les campagnes électorales municipales, etc., avec des projets très précis de présence finalement féminine dans ces espaces et dans ces modes de fonctionnement institutionnels. Et puis troisième registre, troisième série de questions, évidemment, la question éducative. Alors, moi, je suis pas de loin pas le plus compétent pour parler de ce type de questions. Je pense, cela dit, qu'ont été dit très bien aujourd'hui un certain nombre de choses sur la question de la précocité. Plus on s'y prend tôt, et plus la mixité devient une évidence totale. Et plus on s'y prend tôt dans les pratiques sportives, et plus les diversités physiques s'acceptent. Parce que, parenthèse, moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, au niveau historique, je ne veux pas m'attarder longuement non plus, c'est qu'il y a une invention des qualités du corps quand vous travaillez sur l'histoire. Vous voyez que les qualités qui étaient complètement ignorées se mettent à exister. Et de la même manière, quand vous travaillez sur la différenciation des genres, il y a une multiplicité de qualités qui se mettent à émerger, qui semblaient complètement interdites à un genre par rapport à l'autre. La détente, la force, etc. Et ça, c'est intéressant de voir comment travailler dans les âges les plus précoces, si vous voulez. Ces acceptations de multiplicité de qualités peuvent sans doute devenir beaucoup plus présentes et devenir beaucoup plus accentuées. Alors il y a un travail, et ce sera mon dernier mot, à faire évidemment, une fois qu'on a dit ça, il y a trois séries d'intervenants, les éducateurs, bien entendu, enseignants divers, pas seulement les enseignants de PS d'ailleurs, parce que je pense des gens comme les enseignants d'histoire naturelle sur les problèmes de santé, ils ont immensément de choses à dire sur la représentation des corps différents ou pas. Vous voyez, immensément de choses à dire. Donc ça ne porte pas seulement sur les profs de PS, nos questions de pratique. Et ça renvoie à des questions de pratique. Deuxièmement, les entraîneurs, évidemment. Donc il faudrait arriver davantage à pénétrer le monde de l'entraînement, et troisièmement les éducateurs, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas nécessairement dans les lycées, ne travaillent pas nécessairement comment dit-on, sur les stades, mais ceux qui travaillent au niveau des jeunes, des éducateurs de jeunes, des éducateurs de rue, etc. Donc c'est un immense travail, un immense chantier qui reste encore, à mon sens, à explorer, même si beaucoup de choses ont été faites, et même si, dans une certaine mesure, notre culture fait des choses pour nous dans le silence, sans même que nous en soyons conscients. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, bonsoir. Il se fait tard et je vais essayer d'être brève. Alors, nous voilà à la 4e séance de ces analyses des résistances à l'égalité. Et en la matière, l'équilibre des pouvoirs internes à la région, mais aussi l'occupation des agendas a fait que je suis ici ce soir, et je l'ai été toute l'après-midi, je dirais en huron, parce que je suis très compétente en matière de développement social, etc. Je n'ai pas de compétences a priori pour commenter ces questions sportives. Et pourtant, je me suis dit que c'était peut-être une position intéressante pour me demander s'il y a, après tout, des régularités transversales qu'on peut retrouver dans nos travaux. Travaux qui ont commencé autour de l'éducation, l'emploi, etc. Et je me suis demandé comment aborder la question. Je me suis dit qu'il me fallait me remettre dans la situation où j'étais quand, adolescente, la question s'est posée à moi et que, après tout, c'était peut-être un éclairage intéressant. Alors, vous me pardonnerez, et je vais le faire de manière un peu provocatrice, de dire des choses peut-être un peu agréables et désagréables pour moi, et vous en faire les spectateurs bien involontaires. Et je vais le dire ainsi. J'étais méga, hyper, top en mathématiques. J'étais méga, hyper, top, nullissime en sport. Et donc, la jeune femme féministe qui
était une battante qui a voulu avoir un métier qui était a priori interdit aux femmes, qui est devenue ingénieure, a considéré que l'activité sportive n'était pas une ressource pour son bien vivre. Et peut-être que c'est la manière dont vous posez la question en ce qui concerne les jeunes adolescentes auxquelles aujourd'hui nous faisons ensemble des propositions. Et je crois qu'avoir des comportements qui sont semblables aux miens, parce que je me suis trouvée face à une double impasse. J'avais le choix entre m'affronter à des garçons et me mettre en situation de sous-puissance physique. Je n'étais pas la seule à penser ça, hein. Vous avez tous rencontré autour de vous plein d'hommes qui courent beaucoup plus vite que Marie-Jo Pérec, par construction. Or, à mon avis, plus de 98% d'entre eux sont dans l'erreur. J'ai donc abandonné cette piste-là. J'avais le choix d'avoir des pratiques, donc je dirais féminines, et donc d'incorporation de la vraie fille. Mais je ne voulais pas incorporer la vraie fille. Et donc, je n'ai pas trouvé la solution qui me permettait d'avoir une pratique sportive qui soit à la hauteur de mes désirs. Et je crois que nous sommes malheureusement encore aujourd'hui dans cette situation-là. Et je vous ai écouté vous interroger sur la valorisation des singularités, qu'elles viennent de l'observation des pratiques des gays, des femmes atypiques, ou même on pourrait aller jusqu'aux personnes handicapées. Je vous ai entendu vous demander si, après tout, au moment de l'adolescence, le désir d'appartenance ne nous pousse pas à nous approprier des stéréotypes qui feront de nous de vrais individus socialement identifiables. Mais il me semble qu'il y a une interrogation que j'aurais aimé entendre, qui est celle de la valorisation des pratiques collectives atypiques. J'ai entendu Madame Abar parler de ces expérimentations. Mais il y a une question que je me pose, parce que ça fait plus de 10 ou 12 ans qu'elle a ces pratiques-là. Pourquoi ces approches innovantes restent-elles de l'ordre de l'expérimentation, de l'innovation et, je dirais, de l'interrogation? J'ai quelques présupposés. Il me semble que, de fait, nous avons en effet des résistances à rompre avec l'assignation à une féminité. Et c'est notre responsabilité collective, celle des hommes certes, mais aussi celle des femmes. Et qu'il y aurait peut-être intérêt à interroger cette incorporation de l'assignation. Mais nous avons aussi, il me semble, des difficultés à rompre avec notre vision de la puissance physique. Georges Vigarello, tout à l'heure, parlait des marathoniennes. Aujourd'hui, on se pose des questions sur la chimie des marathoniennes et certaines hypothèses vont jusqu'à dire qu'arrivé à un certain niveau d'effort, les femmes pourraient dépasser, en termes de puissance de l'effort, le groupe des hommes. Et je crois que c'est peut-être toutes ces questions qui font qu'à l'heure de la robotisation, à l'heure où toutes les tâches physiques ont perdu énormément du poids dans notre société, eh bien cette question-là reste encore dominante dans le sport. Je vais en terminer en vous disant que, comme Georges Vigarello, je ne pense pas que nous sommes dans une situation où il faut rechercher un progrès qui créerait une égalité des pratiques entre les hommes et les femmes. À d'autant plus forte raison qu'il y a des avancées et des reculs
historiquement, il y a un nouveau sport mécanique qui est apparu, c'était l'aviation. Il y avait beaucoup d'aviatrices, on les a oubliées. Et donc, il me semble qu'il nous faut penser les questions que nous nous posons en termes politiques, ça a été dit tout à l'heure, mais aussi, je dirais, en termes d'art de vivre. Et si nous les posons en termes d'art de vivre ensemble, j'ai envie de poser une question un peu, peut-être de nouveau provocatrice. Je voudrais demander si les hommes ont besoin d'une maison. Faut-il conserver des espaces de non-mixité, je dirais, indépassables. Et si je pose cette question, c'est que je me suis beaucoup, en tant qu'écologiste, intéressée à la question de la chasse. Et il me semble avoir compris que la chasse n'est pas un sport, mais c'est un lieu de socialisation d'hommes qui, pour une raison ou une autre, sont exclus de toute autre socialisation. Et peut-être qu'après tout, dans notre imaginaire, les femmes ont une maison, elle est domestique, mais les hommes n'en ont pas et ont besoin d'une maison. Et il me semble que ça serait une piste intéressante pour réinterroger les inégalités et les similitudes entre les hommes et les femmes. Et vous l'avez compris, ça ne serait pas une proposition sérieuse que de présenter ça comme une tentative de réponse. Il me semble qu'il y a d'autres tentatives de réponse qui sont d'ailleurs, je dirais, émergentes dans beaucoup d'endroits et qui existent depuis très longtemps et qui interrogent toute notre vision du monde. Notre monde est organisé autour de la compétition. On parle beaucoup de concurrence, mais après tout, pourquoi pas imaginer qu'une équipe sportive soit organisée autour des valeurs de coopétition? On pourrait imaginer des équipes avec des handicaps, les meilleurs ayant des handicaps. Ça se fait dans des sports, dans certains sports comme le golf. On pourrait imaginer une toute autre vision de ce que sont les pratiques collectives. Mais ceci reste, il me semble, encore, je dirais, très isolé comme pratique. Alors, pour terminer, j'ai envie de... Oui, excusez-moi d'avoir été si longue. J'ai envie de plagier Annick Davis qui tout à l'heure nous a dit « Le sport se construit dans le territoire des hommes ». Eh bien, je crois qu'il me semble que c'est la vie des femmes qui se construit encore dans le territoire symbolique des hommes et que c'est peut-être l'enjeu de la réflexion sur les pratiques sportives dans l'éducation, c'est d'affirmer la capacité de vivre ensemble, que ce soit dans des pratiques non mixtes ou des pratiques mixtes, puisqu'il me semble que les deux ont une valeur de socialisation et qu'il n'y aurait aucune raison d'en valoriser une plutôt qu'une autre.